On touche peut-être à la fin de cette pandémie interminable de Covid-19, ou peut-être pas. En tout cas, Claude Janvier et Jean-Louis Zambert ont déjà dressé un bilan. Les auteurs du best-seller Le virus et le président ont sorti cette fois-ci Covid-19, le bilan en 40 questions. Une rétrospective, si on peut dire, sur 2 années d'infos et d'intox. On parle de tout ça aujourd'hui avec Claude Janvier, co-auteur de ce livre paru aux IS Éditions. Bonjour Claude Janvier. Bonjour. Bienvenue du coup sur Sensation. Alors vous avez déjà reçu pour parler de votre premier ouvrage, Le virus et le président. Et puis là du coup ce nouveau livre, toujours sur la même thématique, la crise sanitaire. Pourquoi écrire sur ce thème-là ? Il nous est apparu indispensable de revenir sur ces 2 ans de crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'en discutant avec les gens, quand je faisais mes courses et lors des rencontres, on s'est aperçu, Jean-Loup et moi, en fait, de la grande détresse dans laquelle beaucoup de gens étaient plongés parce que ça leur est tombé dessus. Toute cette affaire leur est tombée dessus et il y en a pas mal de gens qui se sont posés des questions et qui n'avaient pas les réponses. Donc on a estimé vital de faire un bilan après 2 ans et sous forme de 40 questions, donc 40 fiches à laquelle le lecteur peut lire chaque sujet et avec un renvoi en plus à chaque fois à une rubrique en savoir plus, ce qui permet au lecteur d'aller vérifier un peu les informations. Alors la désinformation, c'est le grand problème que vous mettez en avant dans ce dernier livre. La crise sanitaire, justement, elle a accentué cette problématique. La problématique, c'est que vous avez d'un côté une bonne information de scientifiques et de journalistes scientifiques, ça c'est indéniable, et de l'autre vous avez une espèce de propagande médiatique par les médias, les grands médias, qui est tout à fait en décalage avec la réalité. C'est-à-dire que à un moment donné, malheureusement, de grands médias reprennent effectivement les déclarations de Santé publique France, par exemple, ou des ARS, sans trop les vérifier, et du coup, ça fait vraiment un décalage entre des journalistes scientifiques, je dis bien, et des scientifiques avec le reste. Voilà. Évidemment, il y a Internet et les réseaux sociaux qui ont accentué cette infox, si on peut dire. Mais dans votre livre, il est aussi question de fake news, mais de la part d'organismes un peu plus gros, donc c'est-à-dire l'Union européenne, notamment l'OMS, et même la France, l'État français. Vous pointez du doigt justement cette pression venant des lobbies pharmaceutiques et des cabinets de conseil. Absolument. Il y a une pression indéniable des lobbies pharmaceutiques et des cabinets de conseil, d'ailleurs tels que McKinsey. Je pense que maintenant tout le monde a entendu parler quand même de McKinsey et de leur salaire pharaonique, voilà. Mais en même temps, il y a eu un lobby effectivement de certains laboratoires pharmaceutiques au sein de l'UE, puisque l'UE a passé des contrats incroyables avec Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. pour un total de... C'est-à-dire que chaque individu, chaque habitant de l'UE devrait recevoir normalement 8 doses. C'est-à-dire que l'UE a acheté de quoi faire 8 injections à chaque habitant de l'Union européenne. Et ça, c'est pas un fake news, c'est une fake news, c'est un fait. Donc il y a eu des contrats hyper juteux et malheureusement des médicaments qui auraient pu soigner et qui soignent d'ailleurs efficacement de la Covid-19 ont été sciemment écartés. Donc c'est là le problème, et ce que je suis en train de dire là, ça a été prouvé maintenant maintes et maintes fois par d'autres scientifiques qui eux n'ont pas accès au plateau de télé, etc. Donc effectivement, j'invite les gens à un peu mieux appréhender un petit peu le problème en prenant un peu de la hauteur et en allant peut-être pêcher leurs informations à des sources plus vérifiables. Justement, quel genre de fausses informations, si on peut dire, quel genre de fausses informations ont été divulguées par l'UE, l'OMS, la France ? Par exemple, prenez le cas du masque. Le masque chirurgical bleu que tous les gouvernements de la planète ont obligé les gens à porter. En réalité, quand on interroge l'organisme AFNOR, qui est un organisme gouvernemental donc, et qui est une agence qui permet de regarder un petit peu la qualité des produits et si les produits sont aux normes, l'AFNOR a analysé le masque chirurgical bleu. Il s'avère que le maillage du masque chirurgical bleu est trop gros pour retenir le coronavirus. Ça veut dire que ce masque laisse passer le coronavirus. Alors après que ce masque vous protège
pour d'autres choses, certes, qui va protéger un patient en milieu stérile lorsqu'un chirurgien va l'opérer, bien entendu, mais malheureusement il est prouvé aujourd'hui que ce masque bleu n'a jamais retenu le coronavirus. Donc alors pourquoi avoir obligé toute une population mondiale à avoir porté un masque qui finalement ne protège pas contre le coronavirus? Enfin, c'est un non-sens, quoi. C'est ce genre de choses qui a installé cette méfiance qui est présente chez beaucoup de citoyens, notamment en France. Je pense oui, c'est un peu comme le fameux test RT-PCR, qu'il y a eu je ne sais pas combien de millions de tests RT-PCR réalisés en France, ça a coûté plus de 4 milliards d'euros aux contribuables d'ailleurs, entre parenthèses, et en plus il s'est avéré que le test RT-PCR, et c'est prouvé maintenant, n'a jamais été élaboré pour détecter si une personne était atteinte du Covid ou pas. Ça permet de faire de la recherche, ça n'a jamais été inventé uniquement pour détecter si une personne est porteuse du coronavirus. Et en réalité, si une personne est déclarée positive avec un test RT-PCR, ça ne veut pas dire du tout qu'elle est malade et ça ne veut pas dire du tout qu'elle va développer la maladie. Donc on a été dans une espèce de maelstrom qui finalement n'a pas servi à grand chose, à part en mettre plein les poches aux fabricants des tests. Ça, c'est clair et c'est indéniable. Dans votre livre, du coup, vous répondez à 40 questions. Vous vous êtes appuyé donc sur des témoignages de la part de spécialistes, de médecins, des chercheurs, même des avocats, etc. Ce sont des questions en soi qu'on se pose depuis le début de la crise, la dangerosité réelle du virus, la fiabilité des tests dont vous venez de parler, les masques, etc., les effets secondaires aussi du vaccin. Ce sont des questions auxquelles les membres du gouvernement, notamment, ont répondu en soi, et une part de la communauté scientifique aussi. Est-ce que du coup vous contredisez leurs réponses? Oui, dans la grande majeure partie, oui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas eu, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté vous avez ce que peut dire un ministre de la santé ou ce que peut dire certaines instances gouvernementales, et de l'autre vous avez des scientifiques de renom, vous avez des journalistes scientifiques qui ont enquêté réellement sur le sujet et qui vont apporter des preuves comme quoi les choses ne sont peut-être pas aussi limpides que ce qu'on a bien voulu nous faire croire ou nous présenter. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et tout ça, du coup, ça serait le résultat d'une pression de la part des lobbies pharmaceutiques, notamment. Vous savez, c'est des milliards et des milliards de dollars. Il ne faut pas oublier que Pfizer, Moderna, etc., ils ont engrangé des milliards et des milliards de dollars. Ce n'est pas des contrats juste à quelques milliers d'euros. Hein. Là, on parle de milliards de dollars. Et ce n'est pas fini, puisque déjà à la rentrée, on est en train de nous parler plus ou moins d'une 4e dose. Je crois savoir que la ministre de la Santé espagnole a déjà fait savoir qu'elle risquait de décider que toute la population espagnole reçoive obligatoirement la 4e dose. Donc, si vous voulez, c'est un enclenchement, et je pense malheureusement que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. C'est ce que j'allais vous demander justement. Là, en ce moment, on n'en entend plus trop parler. On était en pleine période d'élection, etc. Il y avait d'autres sujets sur la table, hier en Ukraine notamment. Tout ça va s'atténuer, puis on va revenir à ce sujet d'actualité qu'est la pandémie. Vous pensez? Écoutez, là, de toute façon, je pense que pour les grandes vacances qui arrivent, je pense pas qu'il se passe grand-chose, puisque je pense qu'Emmanuel Macron, vu qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il va devoir peut-être s'activer à autre chose, mais on va peut-être faire très attention à ce qui va se passer à partir du mois de septembre. Hein. Ça, c'est clair qu'en plus, il y a déjà Jean-François Delfrécy, le patron du conseil scientifique, qui a déjà annoncé qu'une 4e dose, ça serait pas mal pour les gens à risque, etc. Donc, je veux dire, c'est vraiment à surveiller de près. Je pense qu'en juillet-août, on va nous lâcher. Je pense qu'en septembre, il va falloir être très vigilant. Il y a un aspect aussi sur lequel vous mettez l'accent dans votre dernier livre, c'est le côté juridique. Faire respecter ses droits, etc. Surtout ces sujets-là, c'est compliqué. C'est compliqué s'il y a des abus. Est-ce qu'il y a des abus de la part de certaines personnes qui représentent les forces de l'ordre ou est-ce qu'il n'y en a pas? Si à un moment donné il y a des abus, bien entendu, il faut faire valoir ses droits. Et c'est pour ça qu'effectivement on a développé une fiche en disant voilà, si vous êtes victime d'un excès de zèle ou d'un abus, quel qu'il soit, n'hésitez pas effectivement à essayer de faire valoir vos droits. Et il est hors de question de subir une contrainte qui ne respecterait pas la loi, ce qui serait contraire effectivement à notre état de droit. Comment ça va finir, selon vous? C'est difficile de faire une prospective. Enfin, en tout cas, si, je peux quand même vous dire que l'OMS n'est pas blanc-bleu dans toute cette affaire, puisqu'elle a déclaré quand même en 2018, et ça c'était donc bien avant l'arrivée du Covid-19,
que de toute façon une maladie X allait déferler sur la planète et serait très grave, etc. Donc déjà c'est un peu étrange comme déclaration. Et là, l'OMS a déclaré il y a à peu près 6 mois en arrière que de toute façon nous allons rentrer dans une ère d'épidémie et de pandémie. C'est quand même très marchand de chaos ce genre de nouvelles, voyez-vous. Moi je suis désolé, ce genre de nouvelles n'est pas faite pour rassurer les gens mais plus pour les terroriser. Merci beaucoup Claude Janvier d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc je rappelle votre nouveau livre coécrit avec Jean-Louis Zambert. Donc Covid-19, le bilan en 40 questions est disponible. On peut le lire passionnément évidemment. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application mais aussi notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.